Bienvenue sur Black Story Bar. Ici, on raconte des histoires qu'on n'a pas assez racontées. Des histoires qui construisent, des histoires qui dérangent, des histoires qui nous obligent à regarder la vie autrement. Et parce que ce qu'on entend façonne souvent ce qu'on croit possible, aujourd'hui on reçoit Louella. Bonjour. Comment vas-tu, Louella? Ça va et toi, Jacqueline? Ça va très 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 bien. Ouais. Tu passes une bonne journée? Très bien, à tes côtés toujours en fait. Je suis contente. La journée a bien commencé? Franchement, la journée a bien commencé. Petit réveil matinal, un samedi, productive. Donc, Tu t'es réveillée à quelle heure? Je me suis réveillée à 8h30. Pour un samedi, c'est tôt. Pour un samedi, c'est tôt, mais je crois que tu t'es levée plus tôt que moi, donc j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Non, ouais, pour un samedi, je suis fière de moi. Moi aussi. Moi aussi, je suis très 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 fière de toi. Louella, Jacqueline. on va rigoler tout au long du podcast, je pense. Oui, je pense, hein. C'est la bonne humeur. Moi, ça me va. Oui. Franchement, ça me va. On rigole pas assez, moi, je trouve, au quotidien. C'est vrai, Franchement. c'est vrai. Il faut rire plus. Louella, tu es une jeune femme métisse, née d'une maman savoyarde et d'un papa tanzanien. Ouh. Tu es déjà partie en Tanzanie? Ouais, j'y ai vécu. Ok. Ouais, en fait, je suis née en Angleterre. Mes parents se sont rencontrés en Angleterre. Et j'ai fait moins d'1 an en Angleterre et ensuite on est allé vivre en Tanzanie. Et j'y ai vécu environ 1 an et demi. Ah, incroyable! Ouais, trop bien. Trop bien, oui. Sauf que j'ai eu le paludisme. Ouais. Et Moins incroyable. Moins incroyable. Et du coup, on est parti en France. Et du coup, je suis arrivée en France environ à 2 ans. Avec ma maman et mon papa après il nous a rejoints. Incroyable. Ouais. Et du coup, entre-temps, t'es jamais repartie Et si, depuis, je suis repartie pour le baptême de ma sœur. Ok. Mais j'étais jeune, hein. J'avais 7 ans, 8 ans par là. Et sinon, après, non. Et j'aimerais bien y retourner quand même. Bientôt. Bientôt. Ouais, j'aimerais bien y retourner bientôt en vrai. Vraiment, c'est La important. plage et tout. Ah Je suis ouais. jamais partie en Tanzanie, mais j'aimerais bien. Bon, un peu moins en ce moment. À cause de... Ouais. Ouais. C'est un très beau pays. Oui, c'est très 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 beau. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est bien pour ça que je voulais y aller à la base. Ouais, non, on c'est va magnifique. attendre un peu, pour Peut-être ma part. Peut-être un peu. Un peu. Du coup, tu as grandi en Savoie, à la croisée de 2 mondes, souvent invisibilisés. La ruralité d'un côté, les quartiers populaires de l'autre. Et tu es profondément, et pour mon plus grand bonheur, très branché musique. C'est bien ça? Oui, c'est vrai, j'avoue. Et ton combat, parce que j'ai la chance, l'ultime chance, la grande chance de te côtoyer. Et un de tes grands combats, c'est de défendre défendre l'idée que les références culturelles des classes populaires sont tout aussi légitimes que celles des élites. Et tu as dit une phrase, on peut autant vibrer devant la nouvelle star qu'à l'Opéra Garnier. C'est vrai que j'ai dit ça. Pourquoi c'est aussi important pour toi que la culture des milieux populaires soit mise en avant? C'est important pour moi parce que je pense que déjà j'ai compris vite que c'était hyper violent de se rendre compte de l'inverse. C'est que quand on est jeune, qu'on grandit en quartier populaire, mais aussi en milieu rural, on a accès à un différent type de culture, mais qui est incroyable, qui est tellement riche, artistiquement aussi. C'est vraiment des références qu'on a, des sources différentes, et je trouve ça incroyable. Et le moment où j'ai compris que c'était sous-valorisé par rapport à un certain type de culture, j'ai trouvé ça très violent, parce que c'est comme si toute ta vie, tu te construis. Et en fait, quand tu arrives à l'aboutissement de cette construction, on te dit, mais en fait, non. Nous, c'est mieux. Ouais, n'est pas assez valide. Exactement. Alors que, en fait, tu te dis, mais pourtant, moi aussi, j'ai des références culturelles. Moi aussi, j'aime tel type de musique. Moi aussi, j'aime tel type de spectacle, etc. Et en fait, on te dit non. Et ça, je trouve ça violent. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important que chacun et chacune, on se rende compte que, en fait, nos références culturelles qu'on a, elles sont déjà incroyables. Et que dans des milieux, notamment la politique qui est le mien, en fait, ils sont tout autant valables, voire même plus, parce qu'ils nous permettent de vraiment comprendre la société en profondeur et de manière aussi très contemporaine, très actuelle. Et c'est ça le plus important, notamment dans la politique, c'est de comprendre la réalité des gens. Et l'opéra, oui, ça nous permet de comprendre une certaine réalité,
mais va l'ensemble de la réalité. Ouais. Et le but, finalement, c'est pas de dire qu'il y a une culture qui est supérieure à l'autre, c'est juste de dire qu'il y a des ponts qui existent entre les deux et que toutes ces cultures-là, elles sont valides et qu'elles sont estimables. Et ça, c'est vraiment le but un peu de mon combat, j'avoue. Donc, tu veux dire que la musique est politique? Bien sûr que la musique est politique. Okay. Pour moi, tout est politique, honnêtement. Okay. Mais la musique est tellement politique, vraiment. Et c'est ça que moi, j'adore. Et au-delà de la musique, toute la culture autour, notamment de la pop, etc., tout est politique, absolument tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de se pencher dessus, de l'analyser. Je pense à plein de personnes qui le font et qui sont experts en la matière. Et je trouve que c'est tellement intéressant d'analyser vraiment notre société par ce prisme-là, quoi. On peut finir le podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Tu milites aussi pour l'égalité des chances. Pour toi, il faut que les jeunes s'emparent de l'espace public, qu'ils n'aient plus honte de dire qu'ils arrêtent de s'auto-censurer et qu'ils prennent finalement la place qui leur revient. Ouais. Pourquoi c'est aussi important pour toi que les jeunes prennent la place qui leur revient? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, d'une part, je pense que les jeunes doivent prendre la place, mais il faut aussi qu'on crée un environnement favorable pour que les jeunes puissent prendre cette place-là. Parce que moi, je suis évidemment supportrice du fait que les jeunes prennent toute leur place, mais en même temps, s'il n'y a pas toutes les conditions réunies, c'est très compliqué aussi de le faire. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, je pense que c'est absolument essentiel parce que on est une société. Et c'est important que tout le monde ait sa voix. Et surtout la jeunesse, parce que finalement, la jeunesse, les jeunes de maintenant sont les futurs adultes qui seront les prochaines personnes âgées. Et c'est tellement important de faire un vrai pari sur la jeunesse, parce que c'est elle qui va construire pour moi. Et c'est elle qui crée, qui va façonner notre monde. Et c'est tellement essentiel de les sensibiliser dès le plus jeune âge à saisir des enjeux politiques, mais aussi dans le monde professionnel, dans le monde économique. Et c'est absolument essentiel que chacun puisse vraiment avoir sa place. Et en plus, notre jeunesse est tellement incroyable. On est incroyable, quoi. Bon, maintenant, moi, je crois que je fais plus trop partie de la jeunesse. Mais... voilà, Madame vieillie, mais... Black don't crack, donc tu vas rester jeune très, très, très longtemps. Ouais, vrai. J'aime bien ça. J'aime bien, vraiment, pareil. Pense à toi. Mais non, mais je pense qu'en fait, notre jeunesse est tellement incroyable. Et je pense qu'on a tellement aussi à apprendre de notre jeunesse. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que même maintenant, bah voilà, je vieillis un petit peu. Et je trouve que c'est tellement important de continuer à échanger, d'essayer de comprendre certaines choses, tu vois. On est libre dans le format. Il y a pas longtemps, j'ai réalisé que, par exemple, les jeunes, sur leur story, ils floutaient leur visage. Et je me disais toujours, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils floutent leur visage, quoi? Et au lieu d'être dans cette démarche de se dire, ah non, mais de toute façon, on comprend rien, c'est jeune, vraiment, etc., bah, en fait, j'ai posé la question à mon petit cousin, quoi. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça, quoi, tu vois? Et en fait, après, j'ai vu qu'en fait, il y avait plein de journaux qui commençaient à en parler, etc. Et en fait, ils m'ont raconté que, juste, on se trouve pas forcément beau, donc juste, c'est un peu un style, quoi. On essaye un peu tout ça. Et en fait, je me suis dit, ah, mais c'est hyper intéressant. Enfin, déjà, de un, nous, on faisait un petit peu quand on était jeunes. Oui, les filles. C'est ça. Tu vois le visage. Donc, en fait, on les critique, mais on faisait exactement la même chose. Et aussi, ça dit quelque chose de notre ère. Ça dit quelque chose du fait que, sur les réseaux sociaux, notamment, on doit absolument être toujours parfait. On doit absolument être le plus beau. On doit absolument, coller absolument à ces standards. Et qu'en fait, ils essayent juste de jouer avec les règles du jeu, quoi. Et c'est là que tu te dis, putain, mais en fait, c'est hyper riche, quoi. Et au lieu de m'arrêter à ce premier truc de me dire, ah, ils sont trop débiles, c'est trop bizarre, non. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Ouais. Et c'est là, finalement, qu'on crée vraiment société et qu'on se comprend et qu'on se dit, OK, maintenant que j'ai compris ça, comment est-ce que on essaye d'agir ensemble pour que chacun puisse être épanoui là-dedans, quoi. Les jeunes-là, du coup, ils essaient de créer leur propre voie. Exactement. Comment est-ce que toi, tu as réussi à créer ta voie entre les montagnes savoyardes et ton héritage tanzanien métis? Ah, waouh! Comment j'ai créé ma voie? Je pense que déjà, j'ai eu beaucoup de chance, honnêtement. J'ai été très, très bien entourée, dès le début. C'est important, ça. C'est hyper important. J'ai une famille qui est vraiment incroyable, qui me soutient dans tous mes projets, même les plus fous. Et qui, dès le début, et je pense que ça, c'est hyper important, et c'est pour ça aussi que je porte un peu ce message à la jeunesse, dès le début, on m'a dit, t'es intelligente. Ah, c'est très bien, ça. T'es résiliente. Franchement, tu peux tout faire. On m'a juste dit, tu peux tout faire.
Et c'est pour ça que là, je porte ce message un peu. Parce qu'en fait, du moment où on te dit... Et que tu fais tout. Je fais tout, j'essaye. J'aimerais bien aussi dormir, du coup, si je fais tout. Je sais pas si je le prends pour moi, ce message. Message subliminal. Mais, non, mais je trouve que, tu vois, c'est hyper important quand on te dit, quand tu grandis et qu'on te dit, tu peux tout faire. Bah ok, j'y vais quoi. Et toute petite, moi j'avoue que je sais pas trop pourquoi j'ai une passion pour la politique. Je me souviens de ces élections et de regarder vraiment les débats alors que j'étais jeune, j'avais genre 6-7 ans et je regardais vraiment les élections et les résultats, etc. C'était quelque chose que je trouvais génial et tout ça et j'adorais regarder les émissions de débat et tout. Sur le canapé, je me mettais, je faisais comme si je dormais, mais en réalité, je dormais pas du tout. T'écoutais tout. Les techniques, quoi. Et en fait, j'ai grandi là-dedans et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et je pense qu'au début, quand je l'ai dit quand même à mes parents, même si on m'avait dit, tu peux tout faire, je pense qu'on s'attendait. Je pense un peu, ouais. Je pense un peu parce qu'on s'est un peu dit, ok, c'est génial, mais comment on fait? Comment on fait pour t'accompagner là-dedans? Et ma mère, au début, me disait un petit peu, mais après, tu sais, les BTS... je sais pas, commerce, etc., c'est bien aussi et tout. Et je disais, ouais, c'est super et tout, mais c'est pas ce que je veux faire. Bon, d'accord, on va y aller alors. Et du coup, on y est allé et je me suis créé en fait ce chemin. Je suis allée d'abord à Lyon. J'ai fait une double licence de droit et de sciences politiques. Et puis après, et là, c'était chouette. Et puis après, je suis allée à Paris. Et là, ça a été un peu le grand saut quand même. Là, j'avoue que là, ça a été grand saut. Déjà, Lyon, c'était tu instant. Paris, c'était... Paris, c'était... Mais pour tout ce que ça représente, c'était symbolique, c'était économique, c'était tout ça. Et il y a eu plein de Et tu étais beaucoup plus proche aussi de Lyon. De la politique. C'est-à-dire qu'il y a plus de cercles politiques à Paris qu'à Lyon. Ah oui, non, l'arrivée à Paris, ça a été un choc. Ça a été un choc. C'est devenu réel. C'est devenu très réel. Ouais. Et à un point où j'imaginais pas, quoi. Et au début, c'est un rêve. Et j'avoue que au début, c'est un peu devenu aussi un cauchemar. Parce que tu te rends compte de la différence. Tu te rends compte de tout le chemin que les autres ont parcouru et que toi, tu n'as pas pu parcourir encore. Parce qu'en fait, tu n'es pas sur la même ligne de départ. Donc, du coup, tu te rends compte de la différence. Et donc, comment je me suis frayé ce chemin au début? Je dirais que je suis rentrée par la fenêtre. J'adore. Parce que, en fait, ma mère m'a toujours dit, si tu ne peux pas rentrer par la porte, rentre par la fenêtre. Et je pense qu'au début, je suis toujours rentrée par la fenêtre. Mais t'as même pas cherché la porte. J'ai pas cherché la porte et c'est là le problème, tu vois. C'est que je trouve que quand tu rentres par la fenêtre, tu rentres donc c'est génial. Mais tu rentres en douceur. Tu rentres et tu fais pas trop de bruit, tu vois. Tu veux pas déranger les gens dans la pièce. Et là, récemment, j'ai pris un autre parti. En fait, j'ai vu la porte et bam. Je suis là-bas. Tu vois, je suis là. J'ai dit, je suis là. Tu vois. Et je pense qu'il y a juste eu ce switch dans mon parcours. Où voilà quoi, en gros, ouais. Je suis rentrée en douceur et là maintenant j'ai dit la fenêtre reste. On arrête, on passe par la porte et voilà. Ça arrive en grande dame. En talon. J'arrive en talon, ouais. C'est ça. J'ai mal aux pieds mais j'arrive quand même en talon. C'est pas grave. Ils savent pas ça. Ils le savent pas. Du coup, Louella, je vais te raconter une histoire parce que j'adore ça. J'adore que tu racontes des histoires aussi. Donc vas-y. Et je trouve que cette histoire résonne beaucoup avec la tienne. En tout cas, elle va beaucoup t'intéresser. À la fin, tu me diras si ça résonne pas. Ça se trouve, je me trompe, mais je me trompe rarement. Ouais, je suis d'accord. Ouais, vas-y, je suis d'accord. Cette histoire, elle commence le 21 février 1933. Est-ce que tu as des souvenirs des années 33 ou pas? Enfin, des souvenirs. T'étais pas née. Je me suis dit, non. Je sais que j'ai dit que j'avais vieilli. Mais quand même. Non, t'étais pas née, mais est-ce que, je sais pas, les années 33 t'évoquent quelque chose en particulier ou pas du tout? Ouais. T'évoques quoi? Ça m'évoque des années sombres. Ah. Pour moi, c'est... En tout cas, en Europe, c'est la montée quand même de l'extrême droite. C'est des périodes d'économie très compliquées, du coup, beaucoup de misère sociale, etc. C'est un peu ça, quoi, que ça fait dans ma tête, quoi. Pas de très bons souvenirs. Et c'est l'après-crise aussi. Un petit peu, quoi. Donc, ouais, on est pauvre. Ouais. Et tout va mal. Ça te rappelle quelque chose? Oui. Vaguement. Et cette histoire, elle commence dans la petite ville de Tryon. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je sais pas, comme ça, moi, je l'ai déjà dit, Tryon. En Caroline du Nord. Oh. Une petite fille noire. Nommée Eunice Kathleen Waymon. Ce nom te dit quelque chose? Les impressions, ouais. Vaguement. Ouais.
On reviendra sur les détails plus tard. Elle grandit en Amérique, dans une Amérique légèrement ségrégée. Ouais. 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 Un peu. Non, elle grandit dans une Amérique lourdement ségrégée par les lois Jim Crow, Mm. les fameuses... Jim Crow Law. Son père est barbier Ok. et sa mère, elle est révérende dans une église. Ok. Et ses parents sont très, 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 très respectés dans la ville. En même temps aussi. J'ai l'impression que dans les communautés noires, quand tu es très engagé dans la religion ou à l'église, tout le monde te respecte. Il y a une sorte de respect qui vient avec ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. Parce que peut-être aussi un peu une forme de solidarité, Ouais. d'entraide, on prend soin l'un des autres, etc. Moi, il y a un peu des figures comme ça dans ma famille et c'est des gens qui sont finalement hyper engagés pour les autres aussi, donc peut-être que ça vient de là. Oui, on le leur rend un peu par ce respect-là. Exactement, Ouais. exactement. Ça doit être ça. Et ils ont des difficultés à finir la fin de mois. Ça me rappelle un truc. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle un truc. Ouais, ça me rappelle des trucs encore. Et sa mère, du coup, pour aider un peu le père, elle travaille en tant que femme de ménage. Donc, elle vient pas beaucoup. Enfin, ils viennent pas d'un environnement super riche. Et sa mère, elle est femme de ménage. Par contre, c'est une famille très, très, très riche. Une famille de blancs. La famille Miller. On va garder ce nom quelque part. Ils sont 7 dans la famille. Du coup, Eunice, elle a 6 frères. Ou 6 sœurs, je sais pas. Mais en tout cas, elle a 6 autres frères et sœurs. Je connais pas. Tu connais pas par quelle famille d'Anis? Non, mais... Non, je fais pas bien mon travail, c'est dingue. Hein. Et Eunice, elle a baigné dans la musique depuis le tout début. On raconte qu'à 2 ans, elle pouvait faire des accords d'aussi bonne qualité que de très grands musiciens classiques de l'époque. On raconte. Moi, j'étais pas là. C'est ce qu'on me dit. Et à 2 ans, elle aurait repris une des chansons préférées de sa mère. Et elle connaissait tous les accords, mais vraiment, il suffisait de lui faire un ton, tu sais, sur le piano. Elle pouvait te dire quel accord c'est. Incroyable. À 2 ans, je sais pas si les enfants parlent. En fait, j'ai pas beaucoup d'enfants autour de moi. 2 À 2 ans, ils ça parlent. commence à parler à 2 ans, je crois. Ouais, je crois que ça commence à parler. En tout cas, elle reconnaissait les accords. Comment est-ce que discuter avec elle pour qu'ils sachent? Je sais pas. Elle reconnaissait les accords. Voilà. Et elle avait une oreille, elle n'avait pas pris de cours, rien du tout. Juste, c'était instinct et naturel chez elle. Elle arrivait à faire le tour du village. Et Madame Miller, la dame chez laquelle sa maman travaille, décide de lui prendre des cours. Des cours de piano, mais aussi des cours de langue anglaise. Parce qu'apparemment, les gens ne savent pas bien parler anglais. Et la professeure du coup de Eunice s'appelait Miller Masinovic. Et du coup, elle a décidé de l'appeler Mrs. Mazie. Voilà, on rien à voir, mais... Voilà. Anecdotique, mais c'est ça, on prend. Et du coup, quand l'année est finie, parce que Madame Miller avait décidé de lui payer des cours que pour une année. Du coup, l'année est finie, ses parents n'ont toujours pas l'argent pour continuer les cours. Et elle joue tellement bien le piano que tout le village décide de se cotiser pour continuer par lui offrir des cours. En contrepartie, elle fait des concerts. Waouh, mais ça va, franchement, il y a pire comme contrepartie. C'est chouette. En contrepartie, elle fait des concerts. Et c'est dans cette classe, du coup, de cours de piano, etc., et cours d'anglais, que naît son obsession. Devenir la première pianiste classique noire d'Amérique. Très modeste. Ouais, mais en même temps. Elle veut jouer avec Bach, Beethoven, Carnegie Hall. Mais à 11 ans, lors de son premier grand récital, financé par toute la communauté, un couple de blancs arrive et force ses parents à bouger. Parce que ce sont des noirs, qu'est-ce qu'ils font à un concert de musique classique? Bah ouais. Eunice dit, si ses parents bougent, elle ne joue plus. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, les blancs finissent par trouver une place ailleurs dans la classe. Je suis sûre qu'il y avait d'autres places d'ailleurs. Et ses parents assistent au spectacle au premier rang. Donc, elle avait déjà ce côté, je me laisse pas faire. Très bien. Elle me rappelle quelqu'un. Je réfléchissais, je me dis. Comme je l'ai dit, le coup finit par céder. Le concert se déroule comme prévu parce qu'elle a un talent inné. Et ce jour-là, son innocence, on raconte que son innocence se fissure. Elle prend conscience de l'injustice qui règne pour les communautés noires, mais dans cette Amérique-là. Petite fille. Hein. Ouais. Du coup, toi, là, tu as gagné dans un environnement rural où les codes n'étaient pas encore forcément les tiens. Ouais. Tu as dû les apprendre en cours de route. Est-ce que tu as un premier souvenir d'un moment où tu as dû t'imposer, où tu as dit, c'est ma place et je ne reculerai pas? Bah, un gros moment.
Ou même pas gros, mais un moment qui t'a marqué où tu as conscientisé ça. Tellement vite, ma pauvre. Non, tellement vite. Mais je pense que c'est par des petites choses. C'est par des petites choses où tu te rends compte que, oula, je suis différente, quoi. Pas dans mon enfance, parce que dans mon enfance, oui, on était différents et oui, tout ça, mais c'était OK. C'était vraiment OK. C'était du moment où je suis partie vraiment faire mes études et je pense surtout, je pense que c'est vraiment pendant mes études. C'est vraiment dans les moments où tu te rends compte que t'as pas le réseau, où tu te rends compte que t'as pas les codes. Tu vois, par exemple, moi, il y a des moments où, quand j'allais dans des grands restaurants, comme ça, sur le papier, tu te dis: «Mais c'est trop bien, enfin, j'ai Je vais pas manger, passer un je bon vais moment. manger et tout, j'ai pas trop l'habitude d'aller dans ce type de restaurant, tout ça et cetera». Mais en fait, c'était des moments vraiment compliqués finalement. Parce que tu te rends compte que t'as pas les codes. Tu te rends compte que, bah, apparemment, tu tiens pas les bons couverts, tu tiens tout ça et en fait, c'est des moments du coup qui deviennent hyper pesants, quoi et il y a un moment où j'ai voulu, je pense, gommer un petit peu mes codes à moi. J'ai voulu gommer mes attitudes à moi, j'ai voulu m'uniformiser plutôt et vraiment rentrer dans le moule qu'on attendait de moi. Hem et c'était trop lourd. C'était trop lourd et j'étais plus alignée Oui. et je crois que ça, c'est quelque chose où vraiment c'est un peu, mon mojo à moi. C'est maintenant j'ai besoin d'être alignée, en fait. Si ça vous plaît, c'est trop bien. Si ça vous plaît pas, c'est pas très grave. Bien sûr que je reste dans la discussion, dans le débat, je dis pas que je suis parfaite, loin de là. Et je dis juste que maintenant, je ne m'uniformiserai plus. Et je ne veux plus vivre de moments où c'est pesant d'être en décalage. Plus. C'est fini ça. Tu veux être toi. Ouais, en fait, je crois que j'ai juste envie d'être moi. Oui. Et je pense que surtout, j'ai envie que tout le monde soit soi, en fait. Oui. Surtout, hein. Parce que je dis pas que tout le monde doit être comme moi, loin de là, vraiment, je ne recommande pas même. Mais non, mais je dirais plus que en fait, moi, dans mon monde parfait, en fait, on est tous des individualités et on célèbre finalement nos différences, quoi. Et on apprend de nos différences. Et c'est ça qui est le plus chouette. Et c'est ça, moi, où je suis trop heureuse d'avoir grandi là où j'ai grandi, c'est que j'ai grandi avec des personnes qui habitaient au fin fond de la campagne. Mais j'ai grandi avec des personnes qui vivaient dans des HLM. Moi-même ayant grandi dans un HLM. J'ai grandi avec des personnes qui avaient des superbes maisons avec des superbes piscines. J'ai grandi avec des gens qui ont vécu, qui ont grandi dans un centre-ville. Et c'est ça qui est trop bien. C'est qu'en fait, j'ai eu accès à cette diversité de modes de vie, à cette diversité de références. Et on est tous riches de ça, en fait, finalement. Donc ouais, il y a plein de moments où ça a été compliqué. Je me suis dit, oula, je suis pas à ma place. Mais il y a ce moment-là où j'ai eu ce switch. Où j'ai eu ce switch et je me suis dit, non, stop, trop c'est trop. On va arrêter de souffrir parce que je suis qui je suis. Non, au contraire, c'est trop bien, en vrai. C'est trop bien. Dans le dernier podcast, on parlait du fait que les personnes noires ou les personnes noires ou des minorités, on est un peu obligé de se suradapter à chaque fois. Bien sûr. Parce qu'il faut que, déjà que tu sois à la hauteur tout simplement dans un contexte sociétal, mais que tu sois encore plus à la hauteur parce que tu pars avec un gap de retard parce que tu es qui tu es. Ouais. Et du coup, ça fait qu'on est tout le temps en système d'alarme. Genre, tu es en alerte tout le temps, tu dois t'adapter. Oui, c'est ça. Et c'est terrible parce que le monde n'est jamais fait pour toi. C'est toi qui dois te conformer au monde et constamment. Et du coup, toi, tu refuses ça, si j'ai bien compris. Ouais. Après, c'est simple un peu ce que je dis là. De dire non, mais parce que je suis je suis mignonne là, je suis gentille. Je fais ah non, je refuse. C'est super dur en fait. Non, mais en vrai, c'est super dur de se dire ça. Et c'est surtout que c'est un peu idéaliste aussi de se dire ça. Parce que même si je me le dis, en attendant, dès que je rentre dans un nouvel environnement, qu'il soit professionnel, social, etc., je me dis toujours dans ma tête, attention, j'ai une vigilance. Je me dis, ça se trouve, tu vas tomber sur des personnes qui sont racistes ou alors qui vont faire du racisme ordinaire. C'est comment tu te coiffes. C'est ça, des commentaires. C'est tout le temps en fait. Donc même si c'est simple et que de manière vraiment officielle, je revendique cette position-là, en réalité, dans le quotidien, c'est dur à porter. C'est dur et encore, j'estime que moi, je fais partie des personnes privilégiées parce que je suis métisse. Même si on a d'autres types de questionnements aussi qui sont
très propre à nous, où identitairement, c'est super compliqué de trouver sa place. Mais je reste quand même dans les privilégiés de ces minorités, en fait. Mais pour autant, ça reste quand même, oui, très compliqué, surtout dans les milieux un peu plus élitistes, quoi. Tu dois toujours travailler plus que les autres. Bien sûr. Et en fait... C'est un peu un poison, hein, parce que j'ai l'impression qu'on nous dit, oui, tu dois travailler 2-3 fois plus que les autres. Mais du coup, tu te reposes quand? Waouh, c'est moi qui dis ça. Non, ne rebondis pas là-dessus. On est dans le contexte du podcast, s'il te plaît. Je me repose quand? C'est une vraie question? Que je me pose comme ça. Moi, il y a un moment, j'ai fait le choix de me reposer. Il y a un moment, en fait, je pense que j'étais tellement à fond. Et aussi, il y avait un sujet je pense, pour les personnes qui viennent de certains milieux. C'est qu'il y a aussi, même si c'est inconscient, cette pression familiale. Où moi, je me disais, on m'a donné la chance. Mes parents, ils ont tout donné pour que je réussisse. Il faut absolument que je réussisse. Absolument. Et je me suis enfermée dans mes études, je me suis donnée à fond, au point de m'épuiser, quoi. Avec des activités associatives à côté, avec une vie sociale, il faut entretenir le réseau, avec ça. Mais parce que je me disais, mais en fait, j'ai qu'une chance. J'ai pas le droit de merder, là, en fait. Je ne peux pas merder par rapport à tout ce qu'on a investi sur moi, c'est pas possible. Et il faut que je travaille 2 fois plus en plus. Donc là, en fait, tu rentres. Et en plus, t'es jeune. T'es super jeune. T'as 18, 19, 20 ans. T'es hyper jeune, quoi. Et c'est dur. Et en fait, t'arrives à un moment où tu craques. Et moi, je suis arrivée à des moments où j'ai craqué, où en fait, mon corps, il n'en pouvait plus, où j'ai eu aussi beaucoup d'anxiété. Et ça, je pense que c'est un sujet aussi qu'il faut qu'on en parle, parce qu'on en parle peu dans les milieux plus populaires, etc. Mais il y a une question aussi de vraie santé mentale, quoi. Et comment est-ce que tu gères le fait de devoir surperformer dans cette société? Est-ce que déjà, c'est bien de surperformer? Il faudrait interroger un peu ce principe-là, quand même. Donc, quand tu surperformes, en fait, finalement, ta santé mentale, elle en est où, quoi? Ta santé physique, etc. Et donc, moi, il y a un moment, j'ai craqué, honnêtement, à plus pouvoir se lever, etc., à être remplie d'anxiété et tout, à somatiser de partout. Et en fait, je me suis dit, OK, ça va pas non plus. Stop. Et c'était vraiment dans le même moment où j'ai décidé de m'aligner, où j'ai décidé que j'arrêterais de faire des compromis sur qui j'étais. Et en fait, je me suis dit, mais moi-même, en fait, je vais arrêter de faire des compromis sur moi-même et sur ma personne, en fait. Et donc là, j'ai décidé que OK, j'allais faire plein de trucs parce que c'est ce qui me nourrit au quotidien, c'est vraiment dans ces moments-là que je me ressource moi. Mais pour autant, en fait, il va falloir que j'ai des moments vraiment très introvertis où, en fait, j'identifie des activités qui me font du bien, qui m'enrichissent, qui me nourrissent et où je me repose. Et donc moi, par exemple, c'est les séries. Ça, c'est mon grand truc. J'adore les séries. Je consomme des séries, mais à outrance. C'est interdit. Ah ouais, je vais te faire une liste. Moi, je suis le genre de personne vraiment détestable. Je regarde toujours la même série. Moi aussi. Tout le temps. J'ai du mal à regarder de nouvelles séries. Et mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une série doudou. Donc, une série qui me tient tout le long. Et dès qu'il y a des nouvelles séries, j'ajoute, etc. Mais dans mes moments de creux, du coup, j'ai ma série à moi, quoi. Et donc, ça, je tourne un peu sur du Scandale, Grey's Anatomy, Murder. Ouais, tu vois, c'est ces trucs-là. Et c'est mes trucs doudou à moi, en fait. Et c'est dans ces moments-là, du coup, où je vois personne, je ne fais rien, à part être dans mon lit et regarder ma série doudou. Et ça me fait un bien fou, en fait, de tout couper, mode avion, etc. Et j'ai compris, en me cassant la gueule, finalement, que c'était ça qui allait me faire du bien. Et donc, du coup, je crois que maintenant, je dors. Parce qu'en fait, j'ai plus le choix. Et ça me fait trop du bien. Et en plus, on en parlait aussi, mais je sens que je suis beaucoup plus épanouie dans ce que je fais au quotidien parce que je dors, en fait. Parce qu'être tout le temps dans cet état d'alerte où tu as 1000 activités en même temps, etc., finalement, en fait, tu fais les choses, mais tu les fais pas pleinement parce que tu n'arrives pas à être investi, parce qu'en fait, tu es épuisé, etc. Et si tu te nourris plus, ça sert plus à rien, quoi. Et la santé mentale, c'est trop important. Je sais pas pourquoi je prends tout pour moi. Non, mais tant mieux si tu prends pour toi. Cette idée-là de devoir travailler 2 fois plus, travailler fort, longtemps et durement. Mais Eunice, elle a intégré très tôt. À 11 ans, du coup, elle a commencé par travailler sans relâche parce qu'elle s'est rendue compte que la société était injuste et que elle pouvait finalement être vue et être entendue que par la performance. Tu vois? Elle se levait tous les matins à 4 h du matin, jouait du piano jusqu'à 8 h, partait en cours, excellait en cours et rentrait le soir fatiguée. Elle a fait ça toute sa vie, non. Elle a fait ça jusqu'à son high school, jusqu'à ce qu'elle ait son baccalauréat, parce qu'elle voulait une chose:
avoir une bourse pour la Juilliard School of New York. Pour Incroyable. devenir une de ces personnes qui joue de la musique classique et qui est reconnue à travers le monde. C'est l'un des conservatoires les plus réputés du monde. Et du coup, elle prépare le concours d'entrée à Curtis Institute parce que c'est là qu'on les forme pour pouvoir rentrer à la Juilliard School. Elle a obtenu une bourse parce qu'elle a des A partout. Incroyable. Une femme noire, donc elle est excellente. Du coup, lorsqu'elle est admise, elle doit bouger à Philadelphie. Et ses parents la suivent. Décident de la suivre, décident de tout sacrifier pour le rêve de leur fille. C'est ce que tu disais un peu en entame. Tu as eu des parents, un entourage qui a été là pour toi et qui t'a soutenu aussi fort qu'il pouvait, quoi. Bien sûr. En 1950, elle passe le concours pour entrer à la fameuse Juilliard School. Elle n'est pas admise. Elle ne comprend pas parce qu'elle a performé, elle a tout fait. Les conditions du rejet restent floues. On ne lui explique pas pourquoi elle n'a pas été admise. Mais il y a des gens qui disent que bon, il y a des quotas pour les Noirs. Mais les Noirs comprenaient à la Juilliard School, il fallait qu'ils soient très, très, très connus déjà, qu'ils viennent de familles super riches et qu'ils soient capables de payer leurs études. Mais c'était hors de question de donner des bourses à ces gens-là qui allaient venir salir un peu le monde de la musique classique. Mais il n'y a pas de preuves. Juste des rumeurs. Donc, en clair, elle n'est pas acceptée parce qu'elle est noire, sans argent et inconnue. Non, mais elle aussi, quoi. Vraiment. Ça fait beaucoup en même temps, là. Beaucoup trop de choses. La personne ne lui dira jamais clairement. Elle se blâmera elle-même, finalement, tout au long de sa vie. Parce que, puisque jamais personne ne lui a dit c'est clairement pour ça qu'elle n'a pas été acceptée, mais pour elle, elle a dû faire quelque chose de mal. Même si elle sait que c'est parce qu'elle est noire, t'as pas de preuves. Bien sûr. Vois. Donc, tu te dis, peut-être que il y a une note qui n'était pas bien sortie ce jour-là et la personne avait une oreille tellement fine qu'elle a dû entendre ça. Du coup, pour quand même poursuivre son rêve, elle décide de travailler pour accumuler de l'argent et pouvoir s'inscrire avec ses fonds propres à la fameuse Juilliard School. Pour survivre, elle accepte de jouer dans un bar à Atlantic City, le Midtown Bar and Grill. C'est de gros monsieur, c'est ce que là les gentils, qui viennent au bar, qui font du bruit et tout. Et en fait, ils ne calculent pas trop la personne qui joue en vrai. Mais elle se dit, ça paye bien, ça paye $19 de l'heure. Alors qu'entre-temps, en parallèle, je sais pas dire, donner des cours de musique à des petits-enfants pour les entraîner et tout, et gagner $2,50 de l'heure. Elle se dit, il n'y a pas photo. Bien sûr. Moi, je vais partir jouer dans le bar. Je comprends, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, moi aussi. Et s'ils ne m'écoutent pas, c'est pas grave. Je ferai mon truc, on va me payer, j'aurai des pourboires et je pourrai financer mon rêve ultime qui est de rentrer à la Juilliard School. Donc, elle commence le premier soir. Elle dit non, mais en fait, ça me saoule un peu qu'ils ne m'écoutent pas, ces gens-là. Moi, je joue, je viens pour eux. Et elle dit, pour continuer par jouer, moi, je veux que vous vous taisiez, comme dans les salles de musique classique, et que vous m'écoutiez jouer mon piano. Le barman dit, OK, on peut faire ça. Mais par contre, toi, tu te mets à chanter. Elle dit, mais non, moi, je ne suis pas une chanteuse. Donc, moi, je joue et vous m'écoutez. Soit tu viens et tu chantes, soit tu viens plus. Elle décide de commencer par chanter. Elle reprend un peu des titres connus à sa sauce, bien sûr. Enfin, elle classicalise les chansons qui existent déjà. D'accord. Elle essaie un peu de les rejouer à la façon classique et en gardant son essence à elle-même. Elle est beaucoup influencée par le gospel qu'elle écoute avec sa mère à l'église, le jazz. Mais elle refusait qu'on dise qu'elle était une artiste jazz parce que c'était un peu trop réducteur pour elle. Maintenant, depuis tout à l'heure, on parle d'Eunice. Eunice, c'est qui en fait? Parce qu'il faut rappeler qu'Eunice, elle vient d'une famille très croyante, très conservatrice. Et ça fait mauvaise pub de cette famille-là de venir chanter dans des bars. Alors que le bar, il fallait qu'ils affichent dans la ville qu'il y a Eunice qui allait venir jouer. Il faut venir à telle heure, etc. Donc elle se dit, bon, il faut que je me trouve un pseudonyme. Elle avait un ex hispanique là, qui l'appelait Nina. Ça veut dire petite. Je dis, bon, Nina, c'est pas mal. Je vais m'appeler Nina. Simone Sigoré. Une personne qu'elle aimait bien. J'ai dit, bon, ok, je vais m'appeler Nina Simone. Elle se dit que cette situation est temporaire parce que de toute façon, elle va accumuler un peu de sous. Et dans quelques mois, elle sera à la Juilliard School. Ok. Elle commence, les choses se passent bien. Le public adore, du coup, il revient. Du coup, ça fidélise un peu la clientèle du bar. Et le mec du bar, il est content. Et elle commence par comprendre que peut-être que ce qu'elle fait ici, c'est intéressant.
c'est pas mal. Mm. Je me suis dit, bon, on va peut-être prolonger ça. Du coup, ça devient un contrat récurrent où elle vient tous les étés, toutes les saisons. Je dis été parce que je suppose que c'est l'été que les gens viennent plus au bar, mais j'en sais rien. Elle revient un peu toutes les saisons pour jouer au bar. En tout cas, pour une deuxième saison dans un premier temps. Loulou! J'ai peur. Non, c'est pas si compliqué que ça. Nina, finalement, elle a dû s'adapter dans le sens où elle a dû changer de nom, se mettre à chanter, classifier, voilà, les chansons jazz, etc. Est-ce que, toi, tu le disais un peu finalement avant, tu t'es retrouvé dans des institutions très codifiées, Ouais. ou même à l'école, la transition entre savoir Ouais. et Lyon, ça a dû être parfois compliqué. Donc, est-ce que tu as une sorte de mode opératoire pour des jeunes qui doivent s'adapter dans ce genre d'environnement? Et comment tu l'as vécu? Tu l'as un peu dit en entame, mais comment est-ce qu'ils sont censés le vivre et comment est-ce qu'ils identifient que là, il y a un problème? Tu vois? Alors, je pense que déjà, en termes de mode opératoire, non, je pense que déjà, il faut toujours se dire que on essaye et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Le plus important déjà, c'est d'essayer. Dans le sens où, tu vas voir. Ouais. Par exemple, là, Nina, quand elle rentre pas directement à la Juilliard School, elle a pourtant tout donné. Hein. Ouais. Elle a tout essayé, tu vois. Et moi, tu vois, MDR, je me compare à Nina Simone. Je suis qui? Je sais pas du tout qui je suis, mais je suis quelqu'un en fait là. Nina Simone est ton modèle. Non, mais sérieux. Non, mais parce qu'en fait, moi, ça fait écho parce que, par exemple, quand je suis au lycée, je suis passionnée de la science politique et je prépare le concours de Sciences Po. Et je prépare chez moi. Vraiment, je prépare tous les soirs. Je rentre plus tôt. Quand les autres vont boire des verres et tout, moi, je travaille, etc. Ma mère m'avait acheté un manuel qui avait coûté hyper cher. Et j'étais en mode, OK, je vais le rentabiliser, le truc. Je travaille. Et quand j'arrive pour passer le concours, j'étais hyper stressée. J'étais avec une copine et tout. J'étais trop stressée. Et surtout, j'arrive et je me rends compte qu'il y a des pulls. J'arrive et je vois ces pulls. Prépa. Nanana. Et ils arrivent en meute. Et là, je me dis, attends. Ça veut dire qu'il y en a, ils étaient dans des prépas. J'ai pas compris, en fait. Non, mais c'est pas possible. Et vraiment, ça, c'est les pulls. Ils m'ont traumatisée, quoi. Et je me disais, mais attends, en fait, là, je suis cuite, quoi. Et donc, je vais dans mon espèce d'hangar avec médecin et tout. Et je me dis, donne ce que tu peux donner. Et en fait, quelques mois après, on a les résultats et je suis pas prise. Et c'est, mais genre, la fin de ma vie dans ma tête. Vraiment, je me dis, mais je suis finie. Enfin, j'ai 16 ans, tu sais. Mais je suis finie. J'ai raté ma vie, c'est horrible, etc. Et tout, tu vois. Mais en fait, j'ai tout essayé, j'ai tout donné. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis plutôt allée à l'université, où j'ai été en cursus droit sciences politiques, ensuite sciences politiques. J'ai quand même réussi ensuite à intégrer une belle université quand même parisienne. Et le mode opératoire, du coup, c'est viser la voie royale. Mais si vous n'arrivez pas dans la voie royale, c'est pas grave, vous trouverez une autre alternative. Rentrer par la fenêtre. Rentrer par la fenêtre, finalement. Finalement, rentrer par la fenêtre. Et ensuite, sur l'adaptation, en fait, je trouve qu'il faut observer. Il faut observer tout en se disant, c'est pas parce que moi j'ai pas ces codes-là que je suis pas bon, que je suis moins bien, etc. Non, prends le temps, observe, mais reste toi quand même. Reste toi avec tes valeurs, parce qu'en plus, tes valeurs, finalement, c'est ce qui va te driver là-dedans et c'est ce qui va te rendre aussi meilleur et c'est ce qui va te rendre différent, mais c'est ce qui va te distinguer finalement. Parce que ça aussi, le but là-dedans, c'est que si on arrive et qu'on est tous pareils, ça sert à rien, quoi. Donc, autant tirer avantage de tes différences pour te dire, ok, je comprends vos codes, je peux fonctionner avec certains, mais finalement, j'ai quand même ce petit truc en plus qui fait que je sors du lot, quoi. Donc, faut le voir comme ça, en fait, finalement. C'est qu'on sort du lot, en fait, malheureusement pour l'instant, vu qu'on est peu nombreux. Et donc, pour l'instant, on sort du lot. On sort du lot et en plus, on est en train de contribuer à créer un environnement qui va permettre à de plus en plus de personnes qui nous ressemblent, ouais. Exactement. On ouvre la voie un peu. On ouvre la voie. Ouais. C'est ça. Donc peut-être que ça va être dur en termes d'adaptation. Peut-être que des fois, vous ne vous sentirez pas à votre place. Mais en fait, moi, dès que quelqu'un me dit « j'ai l'impression que je suis pas à ma place », t'es là.
En fait, t'es là. Donc, quand tu dis je me sens pas à place, bah, t'es là en fait. Donc, non, mais moi je veux bien un moment, tu vois, mais t'es là. Donc, stop. T'es à ta place. T'es légitime, t'es à ta place, t'as travaillé. Maintenant, go. C'est tout. Donc, avoir la voie royale, avoir des plans A, B, C, D, juste au cas où. Et finalement, utiliser ses valeurs comme guide et boussole pour s'orienter tout au long de sa vie. Exactement. Et bien s'entourer aussi, je pense. Je pense que c'est hyper important de s'entourer. Et moi, je pense notamment, du coup, à notre engagement commun, où en fait, c'est hyper important aussi d'être entouré de personnes qui comprennent. Qui comprennent, qui sont aussi drivées par les mêmes valeurs et qui te donnent de l'énergie et des ressources au quotidien pour avancer. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, des fois, tu as un peu l'impression d'être à la guerre tout le temps, quoi. Quand tu disais, faut surperformer, faut être 2 fois meilleur, faut se donner à fond, etc. Ça fait du bien quand même d'avoir des endroits où tu sais que tu es safe. Tu sais que tu es safe, tu sais que tu peux être toi-même à 100% et tu sais que tu peux aussi prendre des conseils chez d'autres personnes parce qu'elles traversent la même chose que toi et elles ont peut-être réussi à d'autres moments où toi, tu étais plus en difficulté et inversement. Et c'est hyper important aussi de s'entourer par rapport à ça. Comme ça, on se nourrit les uns des autres et on s'aide surtout à traverser tout ça et à se dire, go, on shine ensemble, quoi. Tu vois. Et je trouve que ça, c'est hyper important aussi, d'être entouré, vraiment. Voie royale, valeur comme boussole et bien s'entourer. Absolument. Est-ce que j'ai bien résumé tes propos? T'as très bien résumé. T'as très, très bien résumé. Excellent, excellent. Dans les années 60, Nina devient une superstar. Ses disques se vendent partout en Amérique et même en Europe. Les salles se disputent son nom. Elle réalise enfin son rêve. Jouer au Carnegie Hall. En attendant, elle n'a toujours pas été prise. Julia, ils veulent pas. On dit elle. Ils ne veulent pas. Elle est trop bien pour nous. Je pense qu'ils se sont dit ça. Trop bien pour nous. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change. Elle a une fille, Lisa. Et elle commence à s'interroger sur le monde qui l'entoure. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le choc à 11 ans du public, de ces blancs-là qui voulaient que ses parents bougent. Et de son refus à Julia derrière un autre choc. Mais elle n'a jamais vraiment conscientisé ça. Enfin, il y a une chose de le vivre et de se dire que c'est grave, d'accord, je dois m'adapter. Mais tu t'adaptes sans comprendre le pourquoi tu t'adaptes. Ouais. Donc là, elle commence par s'interroger sur le monde. Entre-temps, il y a un certain Ku Klux Klan qui fait un attentat à Birmingham. 4 petites filles noires sont tuées dans une église. Nina explose parce que là, elle a un enfant, du coup, ça devient réel. Ça veut dire que elle, sa fille, elle pouvait être une de ces petites filles noires-là. Elle se dit, mais c'est pas possible. Quelques heures plus tard, ça s'enchaîne. Elle compose la chanson Mississippi Goddamn. Je pense que ça va être la chanson. Ouais, je pense. C'est un cri de rage. Mais ses parents sont révoltés. Elle dit God damn dans une chanson. C'est les chrétiens. qu'on vous reproche. Et elle vient de l'arrêter. Elle joue ça en live au Carnegie Hall. On rappelle que le Carnegie Hall, c'est un endroit où un public blanc vient pour écouter la musique classique qui est la leur. Et elle vient jouer une chanson de révolte devant ce public-là. Non mais, madame. Elle les regarde dans les yeux. Et elle chante. Elle leur dit qu'elle pense tous les mots qui sont écrits dans cette chanson. Elle est badass, moi j'aime bien. Vraiment. Elle est vraiment badass, mais en plus dans les années 60, quoi. Madame. Non, mais tellement. Incroyable. Madame. À partir de là, elle porte sur ses épaules le combat noir, la douleur de l'identité, la rage de tout le peuple. Pardon. Toi aussi, t'avais la rage. Et entre-temps, elle a une voisine qui... en fait, c'est un peu sa voisine qui l'a conscientisée sur toutes ces causes-là parce que la voisine est traînée avec Martin Luther King. Bon, elle avait... Genre... On sait pas si c'était Martin Luther King. Non, moi, je suis pas avec Jacqueline. C'est ça. Merci beaucoup. Tu mettras ça dans quelques années. Tu diras, mais voilà. Oui. Moi, j'étais là. Bien sûr. J'ai dit reportage Netflix, je serais là derrière. Oui. Je la connaissais au début, tout ça. Ah, vraiment, je le ferais. Trop hâte. Ne nous oublie pas quand tu seras à l'ONU ou des choses comme ça. Et sa copine, elle écrit. Et sa copine, elle écrivait, en fait, une sorte de poème, de livre, bon, on ne sait pas. La légende dit que c'est un poème.
Et elle est décédée. Mais on ne sait pas dans quelles conditions. Il y a des gens qui disent qu'elle a été tuée, il y a d'autres personnes qui disent qu'elle est juste décédée, on ne sait pas. Et elle, Nina, prise de rage, elle prend les écrits de sa copine et elle en fait une chanson. To be young, gifted and black. Poor woman. Strange fruit. Et c'est une chanson qui fait tonnerre. C'est pas ce qu'elle écrit, mais c'est ce que je vais dire. Et c'est une chanson qui fait tonnerre. Et toutes les femmes noires se reconnaissent un peu dans ces écrits-là. Elle continue, elle écrit d'autres chansons pleines de révolte et tout. Et ces disques sont vendus. Ah non, pas du tout. Et ces disques... C'est drôle par contre qu'ils aient fait ça. Elle vend ces disques un peu partout dans le monde, mais les gens du sud des États-Unis, ils se fâchent, ils brisent les disques et ils les renvoient à la maison. Ah ouais? Non mais ils étaient vraiment révoltés. Les DJ refusent de la passer. Le FBI la surveille parce qu'elle est devenue trop dangereuse. Et elle dit trop ce qu'elle pense. Ouais. Et ce point, finalement, il devient un peu immense parce qu'elle est devenue un peu l'image d'un combat. Mais, enfin, il faut représenter, tu sais, il faut prouver, comme les jeunes, il faut prouver à tout moment. Ça devient beaucoup trop pesant pour elle. Elle n'est pas à l'aise de ses mouvements. Et en parallèle, dans sa vie privée, son mari la bat. Ah putain. Ouais. Ah, tu peux dire. Putain. Les hommes, désolé. Elle subit des violences, mais le problème, c'est que son mari, c'est aussi son manager. Oh, putain. Andy Stroud. En fait, c'était un ancien policier qui l'a vu dans un bar, il a dit je t'aime bien. Et avec Nina, il faut savoir, parce qu'on n'a pas parlé de sa vie amoureuse, mais tout va super vite. En quelques mois, ils se sont mariés. Alors que le mec, la première fois qu'ils se sont rencontrés, qu'ils sont rentrés chez elle, elle a dit moi, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Ok. Elle ferme la porte pour dormir. Le mec, il ouvre la porte et il dit moi, je suis de la police, je peux rentrer partout où je veux. Non. Et ça lui fait pas peur. Elle continue à se marier avec, elle fait un enfant avec. Et derrière, il y a des violences. Ah oui, une autre anecdote, parce qu'il faut les raconter. Désolée, j'aime bien critiquer les hommes. Donc quand j'ai... C'est important de le faire, c'est important. D'utilité publique. Ouais, vas-y. La veille de leur mariage, ils étaient dans un bar. Et puisque c'est une personne connue, il y a un garçon qui vient lui parler. Tout. Il ne sait même pas de quoi il parle. Hein. Il vient dans le bar, il la sort, il la traîne dehors et il la frappe. Mais il la roue de coups. Il prend la voiture pour rentrer à la maison, il continue de la rouer de coups et il refuse qu'elle rentre chez elle. Du coup, elle va dormir chez des copines. Une semaine après, à peu près, elle revient. Il dit, il se souvient de rien. Ah ouais. Ah bon? Il ne se souvient pas d'avoir fait ça. Bah ouais. Elle a dû rêver. Ces femmes mais vraiment, qui imaginent des choses. Elle monte. Ouais. Monte beaucoup. Ouais, beaucoup trop. beaucoup. Et elle le croit. Nina! Après, Nina, vas-y, en vrai. Mais je pense que Nina, t'es sous emprise quand même. Je te le dis, ma belle. Vraiment, Nina, t'es sous emprise de malade. Elle n'était pas là, mais... Ouais. Et du coup, pendant toutes ces années, il a continué par la battre. Et ça se passait sous le regard de leur enfant. Ah oui, il disait, elle a assisté à tout ça, toute son enfance. En public, c'est une icône, tout le monde l'adore, tout le monde l'adule. En privé, elle est brisée. Tu vois, je savais pas ça. Ok. Elle est vraiment brisée. Et en dehors de ça, le fait qu'elle soit aussi... qu'elle soit une icône avec un message politique, ça fait que parfois, les personnes qui sont politisées, ou en tout cas les personnes qui se battaient, trouvaient que... Ah, vas-y, c'est plus une chanteuse qu'autre chose, tu vois. Les chanteurs étaient là, et les chanteurs étaient là, oui, mais toi, c'est trop politique pour nous, tu vois. Donc, d'accord, tout le monde m'aime bien. Toi, le public a l'air de m'aimer bien, mais elle vit mal, tu vois, cette iconisation de sa personne. Ouais, bien sûr. Toi, qui, tu as dit, a grandi entre deux mondes, et qui est toujours entre deux mondes, finalement. Ouais, totalement. Ouais. Est-ce que parfois tu as l'impression qu'il faut que tu t'effaces ou au contraire tu dois prendre un autre monde plus que l'autre? Comment est-ce que tu vis le fait d'être entre deux mondes? C'est drôle. En fait, non, mais c'est très drôle comme question parce que je pense qu'en fait, j'ai toujours été entre deux trucs parce que je suis métisse. J'ai grandi avec une culture, du coup, française, savoyarde quand même. C'est particulier et important. Et donc, ensuite, la culture, du coup, tanzanienne de mon papa. Et je pense qu'il y a des moments... en tant que métisse, souvent, des fois, t'es poussée à choisir un côté. On te dit...
déjà, avec les blancs, t'es noir, et avec les noirs, Non, t'es blanc, oui. tu vois. Donc, du coup, bon, t'es un peu en mode, bon, bah, du coup, je suis personne. Du coup, t'es tenté quand même de te rattacher à un côté. Et finalement, plus je grandissais, et plus je me disais, mais en fait, ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que moi, il y a des trucs qui me vont bien des deux côtés, quoi. En vrai. Il y a des trucs qui me conviennent vachement bien et dans lesquels je me reconnais beaucoup et qui font sens pour moi. Et donc, j'ai décidé qu'en fait, j'étais métisse. En fait, je suis les deux. Je suis les deux et au-delà d'être les deux ou quoi, je suis métisse et aussi je suis Louis-là, en fait. Et du coup, c'est un peu ce que je fais aussi actuellement, quoi. C'est que je prends des deux du milieu dans lequel j'ai grandi et du milieu dans lequel j'évolue, quoi. Parce qu'il y a des choses qui me conviennent dans les deux, en fait. Et la question, c'est ensuite comment est-ce que je fais une recette qui me ressemble moi, quand même, qui sont fidèles à mes valeurs, qui sont fidèles à mes envies. Parce que, par exemple, tu vois, j'ai essayé d'aller faire des expositions et tout. Mais je te jure, c'est pas mon truc. Je te jure, j'essaye. Non, mais vrai ou pas? On essaye, tu vois, de faire des expos, de faire du truc, de tout ça et tout. Et des fois, je te jure, je regarde et je dis, oh, je comprends rien. Et ça me fait rien. Des fois, ça me fait des trucs, tu vois, mais ça me fait rien. Je te jure, ça me fait rien. Rien du tout, genre. Je me suis forcée pourtant. Mais vraiment, ça fait rien. Et du coup, genre, il y a un moment, on va arrêter de mentir. On va récupérer ce qui appartient à César, quoi, tu vois, genre pas. Non, mais on va prendre, en fait, ce qui fait sens et ce que moi, j'aime. Et du coup, ouais, je dirais que... Bah, c'est écrit en moi, quoi, de prendre des deux, quoi. Et c'est ça qui est trop bien. Et je me verrais pas, faire un choix, en fait. Parce que finalement, faire des choix, c'est renoncer. J'ai pas trop envie de renoncer, en vrai. Et en fait, je suis surtout moi. C'est joli. Je crois. Ouais, bon, c'est encore un peu simpliste, mais... Non, mais c'est vrai, mais je crois qu'en fait, tout simplement, je suis moi. Je suis plus que cette fille qui a eu la chance, qui a beaucoup travaillé et qui tout ça. Non, je suis plus que ça, quoi, je pense. Et parce que j'ai construit aussi en m'inspirant de plein de choses, de plein de références. Et j'ai fait le choix de ne pas choisir. Et est-ce que tu as l'impression que tu dois être le soldat parfait? Pourquoi je dis ça? En fait, ta pluralité, c'est une force, moi, je trouve, en politique, parce que tu peux rassembler des gens de tous bords et leur dire, mais regarde, je vous ressemble, je fais ça, regarde. Tu crois pas? Bon, je sais pas. Ouais, mais T'es pas convaincue? Ah, si, je le suis, mais parce que je sais ce qui arrive après. C'est une force, mais finalement, c'est aussi une charge écrasante dans le sens où mais, tu dois constamment éduquer les gens. Tu vois, là, Ouais. tu dois leur expliquer que oui, je suis pas que blanc, je suis pas que noir, je suis les deux. Ouais. Tu vois, tu dois les forcer à faire des ponts à chaque fois. Ouais. Et tu dois aussi être irréprochable, finalement. Ouais. Parce que tu représentes les deux mondes. Ouais. En fait, à la fois, tu les représentes pas, mais à la fois, tu les représentes. C'est ça, Tu vois. c'est ça toute la dualité et tout le paradoxe. Mhm. Mais bien sûr que oui. Ouais. Déjà, en fait, après, je pense que quand on a grandi, on nous a toujours dit aussi, tu dois être parfaite. Ouais, bah oui. Tu dois être irréprochable. Mais parce que t'as pas le droit, en fait, aussi de faire autrement. T'as pas le droit. On peut pas te reprocher quelque chose. Ça revient au truc de, il faut travailler 4 fois plus, quoi. C'est que tu ne peux pas faire autre chose. En plus, bon, il s'avère que, en vrai, on n'a pas de chance. Hein. On est des femmes. Donc ça, c'est génial. Il faut que tu sois douce, mais pas trop non plus, parce que, étant donné que tu vas évoluer vers une carrière, il faut que quand même tu aies des codes de la puissance. Mais attention, parce qu'il faut quand même que tu sois une mère. Mais par contre, ne sois pas trop mère, parce que du coup, il faut que tu évolues vers une carrière. Il faut que du coup, les hommes, tu les fasses sentir en confiance, mais en même temps que tu ne les écrases pas. Et qu'en même temps, il faut pas que tu sois une meuf qui les drague. Parce que c'est sympa que tu mettes des jupes, par contre, mets-en pas des trop courtes. Et tu vois, et donc, en plus de ça, tu rajoutes du coup le fait que tu es une personne racisée. Donc, c'est un peu les mêmes choses en fait. C'est non, pas vraiment les mêmes choses, mais c'est encore tous ces paradoxes en fait qui s'imposent à toi. C'est-à-dire, c'est génial, des fois t'es un peu le quota. On est du coup un endroit hyper diversité, mais par contre, ne parle pas trop fort non plus. Ne sois pas trop différente non plus, tu vois, parce que c'est stylé d'avoir un copain noir, mais tranquille aussi, tu vois. Et après, t'es pauvre. Mais enfin, tu vois. Ça, il n'y a pas de solution. Et ça, il n'y a pas de solution. Mais du coup, en fait, là-dedans, dans tous les cas, tu dois être irréprochable. Ok. Et moi, effectivement, comme tu dis, je suis hyper convaincue qu'on peut faire des ponts. Et je le vois, tu vois, par exemple, où j'ai grandi,
quand j'ai grandi avec des personnes qui étaient plus du coup côté campagne et d'autres plutôt côté quartier populaire, il y a des thématiques qui sont quand même bien spécifiques aux deux. Mais il y a des choses aussi qui sont communes, par exemple le fait qu'il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de difficulté d'accès aux services publics. Ça, il y a des thématiques quand même qui sont communes aussi, même s'il faut prendre en compte le fait qu'il y a des problèmes spécifiques à chaque fois. Donc, c'est une force, je pense, de se dire ok, trop bien, on peut faire des liens entre tout le monde, etc. Mais je pense que quand même, il est important de reconnaître que chacun a aussi ses propres problématiques. Parce que faire comme si finalement on est tous similaires, on a tous les mêmes problèmes, on peut tous faire un truc commun, non, faut pas qu'on se mente aussi. En tant que femme métisse, j'ai pas les mêmes problèmes qu'un homme blanc. Et c'est pas grave de le dire. Juste, on le reconnaît. Et comment est-ce qu'on peut faire, du coup, pour que chacun ait les mêmes chances, chacun puisse être épanoui. C'est juste ça, en fait, la nuance aussi. C'est se dire, on a des liens, on fait société, c'est chouette. Par contre, on n'a pas tous les mêmes chances. Donc, comment est-ce qu'à partir de là, on essaie de rééquilibrer les choses pour que on puisse avoir cet avenir commun et cette société commune, quoi. La culture de l'élite ne peut pas s'élever en reniant d'où on vient, qui nous sommes. Et il faudrait qu'on nous permette d'accéder à l'Opéra Garnier avec nos baskets. Bah ouais, en fait. Ouais, en fait, tu vois. Et en même temps, je pense que cette culture, en réalité, si des fois, justement, elle a de la valeur parce qu'elle est au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais, ouais, effectivement, à un moment, laissez-nous rentrer avec nos baskets, quoi. Et c'est pas un manque de respect. C'est pas tout ça, parce qu'en fait, quand on va à l'opéra, nous, on est ébahis, quoi. Ouais. C'est juste, permettez-nous de rentrer quand même avec un minimum de qui on est et acceptez-nous juste. Parce que dans tous les cas, on la respectera, cette institution-là. C'est vrai. On la respecte tellement, on est tellement impressionnés, c'est tellement beau, c'est tellement ça. Juste, acceptez-nous aussi un peu. Ouais. Meet me Alpha, il y a un peu comme ça, le Black Eyed Peas, tu vois. Genre, non, mais venez, on fait un truc un peu... Ouais. Où on essaie... marcher l'un vers l'autre. Ouais. Exactement. Il pourrait en ressortir tellement de belles choses en plus. Ouais. Parce qu'à chaque fois que des personnes issues de milieux différents se mettent ensemble pour faire un truc, moi je trouve que c'est toujours beau. Ah non, mais je suis C'est d'accord. trop riche parce que tu apportes des richesses des deux côtés en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, je pense à une chanson de Théodora qu'elle a faite avec Juliette Armanet, qui pourtant Juliette Armanet, voilà, c'est vraiment plutôt la variété française, etc. Et Théodora, elle incarne tout ce qu'elle incarne, c'est la reine c'est la princesse de France, parce que la reine c'est Aya Nakamura quand même. Et je trouve que pour le coup, cette chanson, elle est juste magnifique aussi, quoi. Parce que justement, c'est vraiment à la croisée des chemins. Et ça crée quelque chose juste de incroyable, quoi. Ouais. Mais vraiment qui prend le meilleur, je trouve, des deux, quoi. Et ça, pour moi, c'est un super bel exemple de Meet Me Halfway, quoi. Même si c'est important que, voilà, il y ait une Juliette Armanet, qu'il y ait une Théodora. Le mélange des deux aussi, trop beau, quoi. Il y a chacune a son monde. Et parfois, ils se rencontrent au milieu. Exactement. Exactement. Et ça, je trouve que c'est juste trop chouette. Et ça fait du bien, quoi. Surtout dans une société actuellement où tu as l'impression qu'on n'arrive plus à se parler. Mais parce que moi, je comprends, comme tu disais, passer son temps à éduquer les gens, passer son temps à expliquer, passer son temps à être conciliante, c'est fatigant, en fait. Ouais. C'est fatigant. Et il y a des fois où je le fais, et il y a d'autres, en fait, où j'y arrive pas, en fait. Juste épuisé. C'est ça. Tu vois, je sais pas, quand... Flemme, en fait. De quoi? Flemme. Mais flemme, franchement. Je sais que, par exemple, quand je rentre dans ma famille, la pire, je parle pas avec eux. Vraiment, je parle pas avec... Vraiment, alors que Dieu sait qu'au quotidien, je suis là, j'essaie de comprendre les gens, j'essaie de me dire, j'essaie de me mettre à ta place, tout ça, etc. Avec ma famille, je fais pas. Et franchement, ma famille, je suis en mode, non, c'est bon, vous m'avez saoulée. Mais c'est assez plaisant aussi. Mais parce que c'est ça, tu vois. Mais juste, il y a des fois, c'est épuisant, effectivement, tu vois. Il faut le prendre en compte aussi. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a un moment, on va faire face à des gens qui sont épuisés. Et comment est-ce que là... Enfin, il va y avoir aussi un moment, un stade de non-retour, quoi. Et je pense qu'on est un peu dans ce stade de non-retour où les gens ne se parlent plus. Parce qu'on n'a plus rien en commun, en fait. Et c'est triste. Et tu te demandes où est-ce que ça va arriver, je pense, dans des moments très, très durs, tu vois, en vrai. Mais... Non, mais il faut absolument qu'à un moment, il se passe quelque chose et qu'on réussisse quand même à faire des Meet Me Halfway. Même si, franchement, c'est dur. C'est très, très dur. C'est dur, mais je pense qu'avec de la volonté, on peut, tu vois. C'est le manque de volonté le problème, je pense. Je sais pas si c'est que le manque de volonté. Je pense qu'il y a aussi cette fatigue et le fait que chacun... Je pense qu'il y en a qui se sentent hyper menacés. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont super menacés tout le temps. Ouais. Tu vois, donc le problème c'est que tout devient tellement violent, j'ai pas la solution, mais je comprends en même temps la fatigue, je comprends la colère,
Tu parles de fatigue. Et justement, en 1970, Nina, elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. Elle est fatiguée par ce racisme américain persistant. Et elle est surtout fatiguée parce que il y a des leaders du mouvement qui sont morts. Luther King, Malcolm X. Et elle est boycottée par l'industrie de la musique. Épuisée par son mari, on dit. Un soir, pendant que sa fille Nina est à Manhattan avec sa belle-mère, elle fait ses valises, elle se taille. Elle dépose la bague de fiançailles et elle part en Barbade, à la Barbade. Voilà. Elle part là, elle tombe amoureuse de l'île et elle y reste un moment. Puis elle se dit non, je me sens pas si bien que ça. Bon, elle a eu des aventures aussi et ça c'est pas. Elle a pas beaucoup de chance, Nina. C'est ce qu'il faut retenir. ouais. Elle se passe mal, elle part au Libéria. Ça se passe mal, mais pour une fois, elle part juste à temps parce que elle était, mais du coup, amie avec des personnes politiques et il y a eu des massacres au Libéria. Ils ont tué ces personnes-là. Et si elle avait été là, elle aurait été lapidée. Tu vois, donc elle est partie juste à temps. Elle part du Libéria, elle part en Suisse. Elle fait un spectacle et pendant le spectacle, elle est juste éteinte. Et elle parle mal au public. Donc elle finit par quitter la Suisse pour s'installer aux Pays-Bas. Et entre-temps, les Américains l'appellent le fisc là. Parce que Andy, c'est son manager. Et elle n'a pas lu les contrats. Oh, purée. Et là, ils doivent divorcer. Et il y a des dettes énormes. Les hommes. Ouais, il y a des dettes énormes. Oui. Le cancer de ce monde. Désolée. Fatigué. Épuisant, ils sont vraiment épuisants. Et toutes les dettes sont à son nom parce qu'il a fait tous les documents à son nom propre à elle. Ouais. Donc lui, elle se retrouve sans rien et lui, il n'est pas du tout gêné par le fisc. Donc elle perd sa maison. Elle perd tout. Son compte en banque est gelé. Le fisc la poursuit. Et on dit, il vit. Bah ouais, bien sûr. Oui, il vit sa meilleure vie parce que il n'a pas de soucis avec le fisc, lui. Et du coup, ça s'enchaîne comme ça pendant 10 ans. Et dans les années 80, elle est épuisée, elle est dans un hôtel à Londres où une personne l'a encore plantée. Parce qu'elle lui promettait de revenir sur la scène parce qu'entre-temps, elle s'est un peu éloignée. Et puis les musiques du moment ne lui correspondaient plus trop. Donc, pendant 10 ans, elle s'épuise, elle court partout, etc. Et après une énième trahison, elle fait une tentative de suicide dans un hôtel à Londres. 35 cachets, elle avale. Mais la personne réagit très vite et elle finit par être hospitalisée. Et c'est pendant cette hospitalisation-là que on lui fait plein de diagnostics. On se rend compte qu'en fait, depuis le début, elle souffre de troubles bipolaires. Ok. Elle a vécu toute sa vie avec ça sans jamais s'en rendre compte, quoi. Et ses excès de colère ou ses moments d'âme, elle le justifiait avec sa vie qui était tonitruante. Et entre-temps, oui, elle s'est mise à boire de l'alcool. Ah bah oui. Ouais. Alors qu'elle ne touchait pas à ça. Et quand elle était, voilà, le tour m'avait passé. Quand elle était dans les bars à Atlantic City, là, elle buvait que du lait, tout le temps. Jamais d'alcool, parce que famille chrétienne, etc. Et là, elle avait vraiment sombré, alcoolisme, tout. C'était vraiment dans... Et c'est un trouble, ils ont dit que ce trouble, en fait, il existait depuis son enfance. Donc, ça a justifié vraiment beaucoup de choses toute ta vie. Parce que tu grandis en étant malade et tu sais même pas. Ouais, clairement. Il y a une phrase qui dit les personnes en bonne santé sont des malades qui s'ignorent. Ouais, c'est ça, ouais. C'est totalement ça. Elle finit par s'installer à Carry-le-Roussay, un village en bordure de mer dans le sud de la France. Seule, mais avec ses démons. Pauvre bichette. Le 21 avril 2003, elle meurt d'un cancer de sang à 70 ans. 2 jours avant sa mort, l'Institut Curtis, qui lui avait refusé l'accès à Juilliard, là, ils lui ont envoyé un diplôme honorifique. Bah, quand même. Ouais, mais 2 jours avant sa mort. Quoi. Ouais, mais bon, au moins, elle l'a vu. Normalement, elle l'a vu. Ouais, au moins, elle a eu son diplôme. Et il y a un truc qui était important tout au long de la vie de Nina, c'est qu'elle était très, très, très attachée à l'Afrique, à ses racines africaines. Et donc, elle a décidé que ses cendres soient dispersées dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, ça lui permettait de faire les voyages qu'elle n'a pas pu faire. Incroyable. Elle est partie au Libéria, en Côte d'Ivoire. De toute façon, tout le monde est en Côte d'Ivoire. Et du coup, on a dispersé ses cendres un peu partout pour qu'elle reste attachée à ce continent qu'elle a tant aimé. Oh, c'est beau. C'est chou. C'est vraiment chou. Toi, Louela, je sais que tu as plein d'ateliers et tout, tu fais plein d'événements.
où tu prends la parole et tu parles aux gens, est-ce qu'il y a un sentiment particulier que tu as envie de faire émerger à chaque fois que tu prends la parole? C'est la légitimité. C'est la légitimité. Non, c'est le fait de dire on est tous légitimes. Vraiment, sincèrement, on est tous légitimes. Et je dirais que c'est ça que j'essaie vraiment de transmettre dès que je prends la parole. C'est que déjà, des fois, j'ai pris la parole et aujourd'hui, rigolo, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je suis personne. T'as parlé plus que moi, je t'ai MDR, entendu dire, je et te t'as jure. dit des trucs super intéressants. Ouais, mais tu vois, à chaque fois, pourtant, malgré ce que je porte, etc., je me dis toujours, mais pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Enfin, j'ai rien fait d'incroyable, je suis personne incroyable ou quoi. Mais pour autant, à chaque fois, je monte sur ces endroits-là et je me dis, ok, bah, en fait, non, on est légitime à prendre la parole parce que aussi pendant tant d'années, on n'a pas entendu ce genre de personnes. Et au-delà de moi, parce que moi, en fait, on s'en fout un peu, on l'est tous. Donc, dès que vous avez l'occasion, prenez la parole, parlez de vous, construisez un autre narratif. Permettez aux autres d'imaginer d'autres histoires. Parce que c'est ça qui permettra, du coup, à tout le monde de se dire « Ah, ok, si bah, y a un tel qui a pris la parole, bah, il me ressemble un peu, ou alors il y a des choses qui font écho. Let's go, je peux y aller, quoi. » Et c'est aussi créer un autre narratif dans l'inconscient. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, si. Je crois que tu as déjà parlé de cette thématique-là. Mais Vaguement, non, mais c'est vaguement. créer un autre inconscient, enrichir Oui. l'inconscient collectif et se dire il y a plein de visages sur cette réussite. La réussite, c'est pas forcément celle qu'on attend. Et surtout, je suis légitime à partir de là. Et du coup, c'est la trace que tu as envie de laisser sur Terre. Ouais. Et c'est comme ça que tu veux que ton combat résonne dans 20-30 ans. Ah ouais, j'aimerais. Ouais. J'aimerais. Après, je sais où. Non, c'est pas grave. Je sais pas du tout où je serai dans 20-30 ans, j'en sais rien. J'essaie de pas trop y réfléchir et d'avancer un petit peu comme tout vient. Mais ouais, dans 20-30 ans, c'est ça que j'aimerais. C'est que vraiment, il y a... Et pas que moi, en fait, de manière collective, tous nos petits bouts d'engagement, en fait, on ait réussi à changer un peu l'inconscient collectif, quoi. Et que surtout, on permette à cette jeunesse d'avoir la place qu'elle mérite vraiment, en fait. Ça, c'est le plus important. Et je sais pas si je le ferais seule, je pense vraiment pas que je le ferais seule, même. Parce que pour moi, c'est pas possible de le faire seule, en fait. Mais je pense que collectivement, on va y arriver. De toute façon, si on commence en disant qu'on n'y arrivera pas, ça sert à rien de le faire. Donc, on va y arriver. Vraiment, j'espère vraiment qu'on va y arriver. Et est-ce que tu as une phrase avec laquelle tu aimerais nous laisser, ou même une phrase que tu aimerais dire, soit à la loulou de 15 ans, ou à la loulou dans 15 ans? On va pas dire ton âge. Oui, grave. Mais MDR, alors que vraiment, ça va. J'ai toujours les réductions, ouais. Non, je dirais que c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui après peut être remise en question, mais c'est vise la lune et tombe sur les étoiles. Bah ouais. Vise la lune et puis au pire, tu tomberas sur les étoiles. Ouais. Mais ça revient vois un peu à ce que tu as dit, où il faut avoir le plan à la voie royale et avoir des voies alternatives juste au cas où. Tu vois. Ouais, c'est ça. Vise la lune, fais-toi plaisir, puis après on verra. Du coup, c'est à laquelle des loulous que tu disais ça? Celle de 15 ans ou à celle dans 15 ans? Franchement, je pense que je dirais aux deux. Je dirais aux deux. Après, celle de loulou de 15 ans, je dirais. T'inquiète. Ça va aller. Oui, chill. Non, mais oui, chill. Tranquille. Ça va aller. Et à celle de 15 ans, j'espère que t'es riche quand même. J'espère que tu continues ma vie. J'espère que t'es riche, ma vie. Vraiment. Mago, pour tout ce que t'as travaillé, j'espère que t'as mis un peu d'argent de côté quand même. Non, surtout, j'espère que t'es heureuse. Ouais. J'espère que t'es heureuse. C'est quand même le plus J'espère important, ça. aussi, ouais. Vraiment. Mais toi aussi, j'espère. À voir. Autant que je suis riche. Non. J'espère que je suis heureuse. Et j'espère que je suis équilibrée. Ouais, grave. Tu vois. Grave. Ouais. Ah, grave. Je sais pas si c'est le bon moment ou pas. Mais oui, j'espère vraiment que je suis équilibrée et que tu sais, c'est une vie calme, tu vois, paisible et tout. Ouais. J'admire trop les gens qui ont une vie tranquille. Ouais, je capte. Je sais pas comment ils font. Moi, je peux pas avoir une vie tranquille. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que genre, t'aimerais bien, mais en même temps, je suis pas sûre que tu serais capable de le faire, tu vois. Donc, tu peux essayer d'avoir à des moments une vie tranquille. C'est bien ça aussi, tu vois, d'équilibrer le truc comme ça. Ouais. Bah ouais, juste un peu. Mais en tout cas, je nous souhaite vraiment d'être heureuse. Alignée aussi, c'est bien. Oui, avec soi-même, mais je pense que quand t'es heureux, c'est que t'es aligné. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, finalement, bonheur, quoi. Bonheur, santé. La santé aussi, c'est important. Absolument important. Eunice Kathleen Waymon a 11 ans.
Elle a refusé de jouer devant un public tant que ses parents ne se retrouvaient pas au premier rang. Déjà culottée à l'époque. Elle a créé Nina pour suivre dans les bars. Culottée aussi. Tu connais le livre Les petites culottées ou Les culottées? Il y a un livre Oui, qui s'appelle Les un truc- culottés. Ouais. Incroyable. C'est une Trop BD bien, un peu. ouais. Ouais, il y en a plusieurs. C'est trop bien. bien. C'est trop bien. Ça raconte Trop des bien. histoires, Ouais. du coup, de femmes. De femmes aussi culottées que Nina. Exactement. Et comme je disais, elle a créé le personnage de Nina pour survivre dans les bars et aussi pour forcer la porte d'un monde classique qui n'était pas le tien. Le sien. Pas le tien. Lapsus. Je suis toujours pas Nina Simone. C'est. Elle a composé le titre Mississippi Goddamn en 1 heure. Elle a chanté Strange Fruits à une époque où ça pouvait lui coûter la vie. Culottée. Et 2 jours avant de mourir, l'institut qu'il avait rejeté toute sa vie lui a enfin rendu justice. De là, tu t'es levé des montagnes savoyardes pour prouver que le faste de l'opéra Garnier appartient tout autant aux jeunes issus des quartiers populaires. Nina et toi, vous êtes 2 femmes noires. 2 métisses d'influence finalement. Parce qu'elle aussi, elle a grandi aux États-Unis, mais avec son bagage africain, etc. Le monde de la musique et sa famille qui était conservatrice. C'est un ensemble, donc c'est un métissage. L'une a mêlé le contrepoint de Bach à la culture de club de Jersey. Et l'autre réconcilie la ferveur de la nouvelle star. Avec des codes des élites institutionnelles. Je ne sais pas si tu la connais. L'autre. Vous 2, finalement, vous avez refusé le silence et la soumission. Mais ça y est. Vous avez fait de vos identités multiples une arme magnifique. Pour que demain, d'autres puissent marcher dans l'espace public, la tête haute, entier, et sans jamais s'excuser d'exister. Finalement, Black Story Bar, c'est ça. Un espace pour les récits, les histoires qui se construisent encore. Moi, j'ai adoré. Et je suis contente d'avoir la chance de te rencontrer sur ce chemin-là. Parce que j'ai hâte de voir la suite. Merci. Black Story Bar est fait pour ceux et celles qui refusent qu'on écrive leur légende à leur place. Je pense que tu le fais déjà très bien. Apparemment, pour faire la pub, si cet épisode t'a parlé, partage-le. Parce que nos histoires nous appartiennent et elles méritent d'être racontées. Moi, j'ai décidé de parler avec des gens qui parlent pendant le chemin, qui parlent quand tout est encore en train d'être écrit. Et parfois, c'est aussi ça, laisser une trace. Et je suis contente et j'ai hâte de voir la trace que tu vas laisser sur ce bas monde. C'est trop mignon. Non, merci 1000 fois. Vraiment, c'est d'utilité publique que tu es en train de faire. Non, mais c'est incroyable cette démarche. Et ça fait du bien déjà à titre individuel de se poser et de prendre un peu du recul sur tout ça. Et dans tous les cas, ton contenu est vraiment incroyable et il permet justement de visibiliser plein de choses. C'est absolument important. Et il faut quand même dire aussi à quel point tu es incroyable. Stop! Et vraiment, merci pour ce que tu fais. Tu peux le dire plus fort. Stop! C'est incroyable. Allez, c'est bon. Non, merci 1000 fois. Merci 1000 fois de m'avoir invité. Je suis honorée. Mais vraiment honorée. Donc, très contente. Merci.